je me rappelle, je voulais vous dire un truc amusant sur le cinéma, j'ai complètement oublié. C'est par rapport à la rentabilité des spectacles. Donc là, néanmoins, vu qu'on parlait de collectivités étranglées, je vais quand même réussir à retomber sur mes pattes. Fatalement, les maires de communes, en particulier avec un très grand nombre de communes qui étaient auparavant tenues par la gauche et qui dorénavant sont tenues par la droite, vont avoir une certaine tendance à faire pression sur les programmateurs de lieux de diffusion pour améliorer leurs recettes propres. Puisqu'on veut baisser votre subvention, mais on voudrait quand même que le lieu continue parce que c'est très important pour le rayonnement régional de la commune, parce que, mine de rien, ça peut quand même contribuer à ce qu'on soit réélu si jamais le théâtre ne ferme pas, si le cinéma ne ferme pas, etc. Il faudrait augmenter le niveau de recettes juste sur les entrées pour chacune des créations. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est un débat qui est très très présent actuellement, vu qu'il y a eu récemment un rapport de la Cour des comptes sur les théâtres nationaux qui dit exactement la même chose. Il faut que les théâtres nationaux soient rentables. Ouais. Donc voilà, on ne dit pas de l'éducation nationale qu'elle doit être rentable. La culture, c'est pareil, ça n'a pas à être rentable, parce que ce n'est pas une question économique et financière qui permet de justifier l'efficacité d'une politique culturelle. Donc c'est assez préoccupant, mais j'en viens à un truc rigolo, puisque le cinéma est considéré plutôt justement comme l'industrie culturelle qui est rentable. Mon ami Maxime, ici présent, a appris la semaine dernière, quand je lui en parlais, quel est le taux à partir duquel on considère qu'un film qui est sorti en salle de cinéma est rentabilisé sur son niveau sorti en salle de cinéma. Personne ne le sait. C'est génial. Oui, maintenant toi tu le sais. Mais rassurez-vous, je ne le sais pas non plus depuis très très longtemps. On considère qu'un film de cinéma a rempli sa mission sur sa diffusion en salle à partir du moment où il est parvenu à engranger en recettes 25% de son budget. 25%. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que quand je disais tout à l'heure qu'au moment de la Troisième République, le phonographe et le cinématographe modifient durablement la diffusion des spectacles, eh bien, tout simplement parce que quand le film arrête d'être en salle, eh bien, il n'a absolument pas terminé sa vie. Il n'a absolument pas terminé sa capacité à engendrer les recettes. Alors que pour la danse, pour le théâtre, pour la musique, c'est encore une question différente vu qu'il y a les disques, mais néanmoins, c'est pas l'œuvre artistique réelle, les disques par rapport à un concert, la question, elle est naturellement beaucoup plus complexe. Je suis vraiment extrêmement long en fait. Parce qu'il est absolument impératif d'en parler, et de toute façon, moi j'ai envie d'en parler, je vais en venir aux annexes 8 et 10 de la Convention nationale d'assurance chômage, où j'ai finalement extrêmement peu parlé des conditions de travail des artistes, à l'exception des aides qui peuvent être allouées par le ministère de la Culture à travers CEDRAC. Alors ce qui est amusant, vous avez trouvé que c'est un tropisme personnel, et là je me dis que vraiment je fais plaisir à Fred ce soir, c'est que ça date aussi de 1936. Alors par contre, pour le coup, ça vient pas du Front populaire. Je rappelle que je suis né après le Front populaire. J'ai pas le temps d'être nostalgique, je pense qu'on l'est tous. Mais alors c'est très surprenant. Parce que l'origine des intermittents, le patronat en dit pique-pan, voilà. Et bien pourtant, en fait, en réalité, le régime salarié intermittent à employeurs multiples pour les techniciens et cadres du cinéma, parce que ça a longtemps été uniquement pour le cinéma, eh bien ça a été demandé par les employeurs. Pourquoi ? Parce que les entreprises de production du cinéma se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de menuisiers, qu'ils avaient besoin de peintres, qu'ils avaient besoin de décorateurs, mais que par contre ils n'en avaient pas besoin tout le temps. Et les menuisiers, les peintres et les décorateurs, ils leur ont dit oui, c'est bien gentil, mais moi je ne vais pas quitter mon boulot, je suis salarié. Mine de rien, en plus, il y avait une avancée des conditions de travail en 1936. Donc non, je ne vais pas abandonner un travail stable pour un travail instable. Donc ils ont créé le régime des intermittents à ce moment-là pour réussir à convaincre ces techniciens du cinéma, qui, rassurez-vous, étaient comprenés, je ne sais même pas s'ils étaient 100,
n'auraient pas accepté de travailler dans les studios de cinéma sans ça. Alors ça a été élargi en 1965 à la musique, et ça a été élargi en 1969 au spectacle vivant, et aujourd'hui il y a plus de 200 000 intermittents du spectacle et de l'audiovisuel. Mais, si on regarde les chiffres de 2014, il y en a seulement 38% qui sont indemnisés. Ce que ça veut dire, c'est que s'il y en a 38% qui sont indemnisés, ben, il y en a 62% qui cotisent pour la caisse des annexes UT10, mais qui, eux, par contre, ne seront jamais indemnisés. Pourquoi? Ben, parce qu'il faut avoir travaillé les fameuses 507 heures au cours des 319 derniers jours pour les artistes, ou 304 derniers jours pour les ouvriers ou les techniciens. Et oui, en plus, je ne pensais même pas vous dire, oui, annexe 8 pour les techniciens, annexe 10 pour les artistes. À titre de comparaison, c'est toujours rigolo de comparer, le régime général, pour l'allocation chômage, il demande 122 jours d'affiliation, 610 heures de travail au cours des derniers 28 mois. Pour les moins de 50 ans, 36 mois pour les 50 ans et plus. Donc on a un accès beaucoup plus facile aux allocations chômage en réalité dans le régime général. Alors, pourquoi le régime des intermittents, c'est absolument déterminant aujourd'hui pour la création artistique? D'abord, parce que c'est une solidarité interprofessionnelle. Si on est d'accord pour considérer que le rôle de l'art est crucial dans une société moderne et émancipatrice, on ne peut pas considérer que la solidarité interprofessionnelle ne doit pas contribuer, elle aussi, à la création artistique. Néanmoins, il y a deux problèmes. Premièrement, le problème qui est toujours cité, à savoir celui de la fraude. Parce qu'il y a effectivement un certain nombre de techniciens, voire des artistes. Dans les débuts de ma carrière professionnelle, j'ai travaillé dans une boîte de production audiovisuelle. L'actrice principale d'une série télé diffusée sur TF1, eh ben, elle était salariée de la boîte de production, vu que la quasi-intégralité de son activité, c'était pour cette boîte de production-là, à cause de cette série télé, eh ben, elle était salariée. Et c'est parce que la boîte de production dans laquelle je bossais avait décidé de faire les choses correctement, quoi. Mais c'est pas du tout le cas. On a énormément de techniciens, voire d'artistes, qui, normalement, devraient relever du CDI. Et certainement pas du CDD d'usage, quoi. Donc c'est un des principaux problèmes à régler concernant le régime de l'intermittence. Le deuxième, enfin qui est un problème, sans être un problème, mais qui est une réflexion que je porte à votre connaissance, à votre sagacité, c'est qu'on est arrivé à quelque chose d'extrêmement pervers. Je m'explique. On parlait tout à l'heure des jeunes compagnies qui ont d'énormes difficultés à obtenir une aide au projet, un conventionnement, y compris les créateurs de cinéma qui ont du mal à obtenir leur mention recette. Donc comment on fait pour le travail préparatoire à n'importe quelle création, à partir du moment où on n'est pas financé? Bah, tout simplement, à ce moment-là, on touche les allocations chômage. Donc en fait, on est arrivé à un système pervers où, parce que l'État se désengage, parce que les collectivités locales ne parviennent pas à suivre, elles vont progressivement également se désengager. Eh ben, c'est la solidarité interprofessionnelle qui pâlit, et c'est la solidarité interprofessionnelle qui est aujourd'hui le premier producteur de spectacles vivants du pays. Ce qui, vous en conviendrez, n'est normalement pas sa fonction. Alors, histoire d'aller très très vite, parce que c'est vrai que le temps file, rapidement sur l'éducation artistique et culturelle, donc c'est là depuis un an, et même un petit peu depuis 2012, qui est présenté comme la grande mission culturelle de la gauche sur le ministère de la Culture. C'est présenté avec un budget, une augmentation de 80%, c'est considérable. C'est 55 millions d'euros sur les 7,4 milliards, c'est considérable, les 55 millions d'euros. Donc c'est le dossier principal qui a été mis en avant depuis 2012. Bon, je ne m'apprends pas, hein, c'est les conservatoires, il faudrait aussi qu'on parle, on en parlera peut-être après dans notre discussion, c'est l'enseignement supérieur culturel qui va être un petit peu plus abondé. Et c'est également essayer de lutter contre toujours cette dichotomie culture savante, culture populaire. Moi, de mon point de vue, ça n'existe pas. Hein. C'est la culture populaire, c'est également la mienne, même si je vais voir Castellucci au Théâtre de la Ville. La culture populaire, c'est la culture à laquelle tout le monde a accès. La culture savante, c'est celle auquel on ferme l'accès à un certain nombre de personnes à cause de leur catégorie sociale. Les études du ministère de la Culture sont extrêmement claires. Il
le problème, c'est encore celui des catégories sociales et de l'accès aux études supérieures. C'est quand on parvient à avoir accès aux études supérieures, tout d'un coup, la culture savante, ça n'existe plus, il y a juste une culture. Voilà. Donc rapidement aussi sur les pratiques amateurs, il y a des chiffres qui sont assez intéressants. Il y a 25% des Français de plus de 15 ans qui pratiquent ou ont pratiqué une discipline artistique en amateur. Il est très probable d'ailleurs qu'on soit un chiffre plus important dans cette salle. Et autre chiffre intéressant, ce qui rappelle sur les questions sociales, pourquoi ne pas reparler de réduction du temps de travail, plus du tiers des amateurs sont issus de ce qu'on appelle les catégories inactives, à savoir les lycéens, les étudiants et les retraités. Tout simplement parce que les travailleurs, eux, ont beaucoup moins de temps à consacrer à une pratique artistique en amateur, ce qui, de mon point de vue, est aussi un problème, et ce qui devrait, normalement, être une thématique portée par la gauche pour justifier une réduction du temps de travail. Parce que, naturellement, la pratique artistique, même en amateur, c'est créateur de liens sociaux, c'est créateur d'ouverture d'esprit, c'est créateur de réflexion sur les autres et sur soi, et avec une augmentation du temps de travail, plus fatalement, c'est ce type de pratique qu'on réduit. Pour terminer rapidement, je voulais toucher un mot évidemment sur le numérique, qui est quand même le grand sujet tarte à la crème sur les politiques culturelles. Puis, alors, néanmoins, ne sous-estimons pas son importance considérable comme nouveau canal de diffusion, voire aussi comme canal de création, vu que l'outil numérique est également un outil de création et permet une démocratisation certaine de certaines pratiques artistiques qui étaient beaucoup plus complexes auparavant, à savoir tout ce qui est sur support enregistré, donc musique, cinéma. Et ce qui a énormément développé, par contre, donc ça c'est aussi une réflexion à mener, une réflexion collective à mener, le rapport individuel à la culture. Puisque auparavant, même encore la télévision reste un canal de diffusion qu'on partage. Souvent, l'ordinateur, c'est un canal de diffusion qu'on ne partage pas. Donc ça crée un rapport extrêmement personnel et individuel aux œuvres artistiques. Donc il y a aussi deux enjeux. L'enjeu de numérisation, pour permettre l'accès au plus grand nombre aux différentes œuvres du patrimoine. Donc c'est un travail qui est mené par le CNC, c'est un travail qui est mené par l'INA. Et enfin, donc sur le numérique, l'enjeu de captation. Parce que là, typiquement, ce soir, Jean-Pierre nous filme, donc il y a une possibilité derrière de diffusion, même si là, on n'est pas dans une création artistique. Mais il y a un énorme retard qui a été pris par les lieux de diffusion sur leur capacité à faire des captations de qualité qui seront susceptibles d'attirer derrière principalement des jeunes, parce que c'est eux qui vont consommer la culture là-dessus. Il y a un travail qui est fait par exemple par Arte avec sa plateforme de diffusion, mais encore faut-il avoir des choses à diffuser. Et pour réussir à avoir une captation de qualité, donc diffusable, donc regardable, fatalement il faut un budget. Et cette question-là est très peu prise en compte. Néanmoins, il y a des captations alors de qualité plus je ne vais pas dire discutables, mais parce qu'elles ont le mérite d'exister, qui ont été faites ces 30 dernières années dans tous les établissements publics subventionnés. Mais en général, elles prennent la poussière sur des étagères dans le bureau de la directrice ou du directeur des relations publiques de tel ou tel lieu. Et c'est seulement maintenant, c'est-à-dire depuis l'an dernier, qu'une mission a été confiée à l'INA pour essayer de développer ces missions de cartographie, justement, de toutes ces captations pour permettre une diffusion au plus grand nombre du patrimoine du spectacle vivant qui, vous le comprenez bien, est considérable dans notre pays, puisqu'on a néanmoins, malgré toutes les difficultés qu'on a pu aborder depuis tout à l'heure, une création foisonnante et qui est encore très reconnue à l'étranger. Donc voilà, c'est mes petits éléments pour lancer la discussion. Merci. Alors, Xavier, la parole va être à la salle pour que aux camarades qui sont là pour qu'ils approfondissent avec toi le sujet. Moi, je voulais revenir un peu à l'intitulé de la création culturelle, facteur d'émancipation individuelle et collective, sujet auquel tu as commencé à répondre, je dirais, de manière un peu approfondie quand tu as parlé de la pratique amateur et du
fait que la pratique amateur et la pratique culturelle, de manière générale, qu'elle soit amateur ou pas, provoquait et en quoi c'était justement émancipateur. Ça, c'était un premier sujet, c'est-à-dire en quoi une société, et surtout un mouvement politique, les socialistes tels qu'on est, ont justement besoin de favoriser la création culturelle pour transformer la société. Question un peu philosophique, mais sur lequel j'aimerais bien t'entendre. Sachant qu'effectivement, il y a un autre sujet dont tu n'as pas parlé, mais qui peut être lié à ça, c'est-à-dire que on sait, je me doute, ça me permet de poser des questions, c'est que moi je vois bien ce qui peut être important pour une société ou une nation en construction ou en reconstruction en termes de création culturelle, production culturelle, notamment des sociétés qui sont sorties d'une forme de colonisation et qui ont besoin de mettre en œuvre ce qui justement a été plus ou moins nié par la métropole ou par donc, toutes les sociétés qui ont été décolonisées dans la deuxième moitié du XXe siècle, évidemment, mais y compris dans des sociétés occidentales où des actions de renouveau culturel ont participé du renouveau national. Moi, j'ai en tête le Québec et l'Irlande, mais ça existe aussi en Europe centrale, en Pologne, dans ce qu'a été la Tchécoslovaquie, etc. etc. En France, c'est pas si éloigné que ça, mais ça rejoint le rapport qu'on a à la mondialisation et à ce que nous appelons l'exception culturelle, qui est en passe de devenir un peu le sujet de tarte à la crème à chaque fois qu'il y a des négociations commerciales internationales. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à caler le sujet de l'exception culturelle, on se dit bon c'est bon, on a sauvé l'essentiel, on peut laisser passer tout le reste. Voilà. Donc c'est un peu tous les sujets que très léger, sur lequel j'aimerais bien que tu reviennes. Il y avait Maxime qui a demandé la parole, et puis d'autres personnes. Maxime. Très rapidement, en écoutant Xavier, il y a une réflexion qui m'est venue, à laquelle je n'avais pas pensé quand on a discuté en quelques mots la semaine dernière, c'est celle du jeu vidéo. Parce qu'en réalité, le jeu vidéo, on est un peu à la croisée des chemins, quoi. C'est un loisir. Mais c'est aussi une forme d'exception culturelle en France, parce que ça a quand même été beaucoup soutenu, et on a eu, et on a encore des très grands créateurs de jeux vidéo. Dans le jeu vidéo, on fait des doublages, des scénarios, des dessins, des choses assez extraordinaires. En même temps, est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'art? Beaucoup disent que, alors, pour un certain type de vidéo, c'est du sport. Il y a un rapport sur le sport numérique. Donc on est là au croisement d'un certain nombre de trucs. Oui, mais c'est du sport, mais pas pour tous les jeux vidéo. Non. Donc bref, je me posais la question sans trop savoir où on en est sur ce sujet. Je ne sais pas s'il y a des éléments là-dessus. Et d'ailleurs, comment c'est traité par la puissance publique, enfin la place que ça a. Anne? Oui, moi alors, un petit point, c'est que quand tu as dit que l'accès, parce que quand même en 30 ans de décentralisation, c'est quand même un échec de voir que les gens n'ont pas vraiment accédé, qu'on voit toujours les mêmes au musée, au théâtre ou ailleurs, même si ça s'est quand même un peu élargi, heureusement, et que sur certaines disciplines, ça s'est heureusement largement élargi, que le cinéma reste bien portant, toujours assez populaire, mais tu as dit il faut que les gens accèdent à des études supérieures, et alors là, culture, il n'y a plus de frontières. Ça, d'accord, mais il y a aussi, j'étais en contradiction. Je le disais en disant que c'était un problème. Oui, oui, non mais là, ok, mais je ne pense pas que ça se limite à ça. C'est-à-dire que je pense que quand tu vois, on parlait des collectivités qui font 70% d'efforts en direction de la culture, communes, intercommunes, en général c'est au titre des équipements structurants qu'ils apportent, qu'ils abondent le financement, c'est-à-dire qu'ils font ça en même temps qu'une piscine, enfin tout ce qui est en général déficitaire, donc c'est équipements structurants, centre aquatique, conservatoire, théâtre, etc. Et ils te collent ça dans l'enveloppe intercommunale. Donc il y a souvent un énorme bâtiment, un énorme équipement
qui effectivement relève d'un investissement de la collectivité territoriale. Et puis après, effectivement, il y a ce dont tu as parlé, tout le fonctionnement, et où là on est dans la réelle proximité, et entre la médiation qui est faite par de nombreux théâtres, de nombreux conservatoires, enfin, l'animation du territoire, enfin, au jour le jour, on s'aperçoit que cette proximité, même pour des gens qui n'accèdent pas forcément à des études supérieures, que ce soit pour les enfants, pour la famille qui vient, pour les gens du quartier qui n'ont pas forcément fait d'études, elle permet d'accéder à la culture. Bien sûr. Voilà, je dis qu'il y a quand même un certain... La lecture publique est quand même le champ où il y a eu une avancée assez colossale. Mais alors, deuxième point, j'aurais voulu t'entendre parler de ça largement, parce qu'on en a parlé un peu sur ces points de démocratisation du projet politique, il y avait d'émancipation via la culture, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de lieux, y compris Malraux, on crée des MJC, et il n'y a pas vraiment de projet démocratie participative, comme je vois sur certains projets qui sont lancés, par exemple, en Bretagne, où quand on lance un projet de lieu culturel, espace culturel, il y a tout le projet politique qui va avec de l'agglo, etc., pour dire on va en faire un endroit où il y aura une boîte à idées, où il y aura, je sais pas, des transports partagés. C'est pas le truc culture, t'arrives et boum, ça tombe du ciel avec 2 agents d'accueil, une médiathèque, un lieu d'expo. C'est un vrai projet, voilà. Donc, lien avec le numérique, lien avec la démocratie. C'est vrai que là, on n'est pas tellement en avance, quoi. Alors Jean-Pierre, pour une dernière question, on verra s'il y a d'autres camarades qui vont reprendre la parole et que vous aviez le temps quand même de répondre. Jean-Pierre. Oui. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de la culture dans les entreprises. Je pense notamment aux comités d'entreprise, je pense notamment aux grosses entreprises, la SNCF qui a encore un théâtre dans Paris, qui lui appartient. Je pense notamment à EDF, qui a aussi des comités d'entreprise. C'est pas la seule. Hein. Oui, c'est pas la seule, mais enfin bon, c'est quand même énorme, quoi. Alors, j'aimerais bien savoir le rapport qu'il y a avec la culture dans les entreprises. Qu'est-ce que ça représente encore, parce qu'il y a quand même des comités d'entreprise qui subventionnent pas mal de spectacles, que ce soit cirque, théâtre ou autre. Est-ce que ça a une importance? Merci Jean-Pierre. Et Xavier, Alors, bon courage. je vais quand même essayer de vous répondre, même si j'en parle pour la culture à l'intérieur des entreprises, je ne te cache pas que le ministère de la Culture n'a pas tellement donné. Mais je te donnerai néanmoins mon point de vue. Oui, alors, Fred, oui, sur la transformation de la société, et en plus, quand tu parles de la réflexion artistique générale pour permettre d'avancer collectivement sur un pays qui a été un pays colonisateur et qui a finalement cessé la colonisation il y a aussi peu de temps, c'est un sujet extrêmement prégnant qui effectivement est un des trous noirs de la réflexion actuelle dans la création artistique. On a une vraie incapacité aujourd'hui à présenter dans la création subventionnée l'intégralité de la société française. C'est-à-dire une société qui est multiple, qui est issue, mine de rien, de l'Empire français, quoi. Donc il y a des cultures diverses, différentes, et qui ont été jetées sous un coin de tapis, pour qu'on n'en parle pas. C'est vraisemblablement en train de bouger. Il y a de plus en plus de metteurs en scène, de chorégraphes qui ont la volonté justement de présenter, j'ai envie de dire, une culture savante, parce que c'est présenté comme ça en général, mais justement que cette culture ne soit plus savante. Que les créations artistiques qui sont présentées dans les lieux de diffusion, qui sont soutenues par les collectivités, qui sont soutenues par l'État, soient des créations qui intègrent toute notre histoire, quoi. Et qui intègrent toutes les personnes, quelle que soit leur catégorie sociale, quelles que soient leurs origines. Et ça n'a jamais été fait. Et oui, j'ai parlé très brièvement de la pratique amateur, parce que c'est pareil, c'est extrêmement complexe en fait d'avoir une politique publique en soutien de la pratique amateur. Il y a une possibilité, ce qui est le cas, de financement de l'éducation artistique et culturelle pour essayer d'initier
cette pratique, pour amener cette connaissance et cet intérêt. Et très souvent, ça marche très bien. L'intérêt, il est là. Mais une nouvelle fois, c'est parfois difficile de faire de la place parce que cette pratique artistique, elle est considérée comme superflue. Voilà. Moi, j'ai pas de solution. Si la solution existait, je pense qu'elle aurait été déjà formulée par des gens plus futés que moi. Mais non, c'est une vraie question parce qu'effectivement, la pratique amateur est un facteur d'émancipation, ça crée du lien social, ça permet une animation extrêmement forte dans des régions, des lieux, ça crée du lien, c'est déterminant pour l'animation d'un territoire en réalité. Et dans les territoires un peu désertés justement par les lieux subventionnés avec des créations professionnelles, c'est ça qui permet également d'animer la vie collective à chaque grand événement dans telle ou telle commune. Non, c'est déterminant, c'est considérable, mais on n'a pas de meilleure solution que les congés payés et la réduction du temps de travail pour essayer d'impulser plus de pratiques artistiques amateurs. Et en fait, l'histoire montre que c'est ça qui a permis à chaque fois de donner un coup de pouce. Je réponds vraiment très très vite. Maxime, sur les jeux vidéo, effectivement, c'est pareil. Là pour le coup, j'irai pas jusqu'à dire que ça arrive de nulle part, mais effectivement, on ne sait pas encore quel ministère va vraiment s'en occuper. A priori, la logique voudrait que ce soit la Direction Générale des Médias et Industries Culturelles du ministère de la Culture qui s'en occupe, ça en prend un chemin. Est-ce que le jeu vidéo est un art? On considère que la télévision n'en est pas un, par exemple. En tout cas, c'est pas considéré comme tel, même si on a des exceptions avec les films de télévision. On commence à bouger sur les séries télé, par exemple. Le ministère de la Culture lance une réflexion pour rester sur les nouvelles formes. Il y a une réflexion qui est menée depuis à peu près 6 mois par la culture justement pour réfléchir, est-ce que les séries télé c'est une forme d'art? Je pense que ce sera plus facile d'y répondre que pour les jeux vidéo, qui effectivement en plus ont la difficulté de fédérations qui considèrent qu'elles sont des fédérations sportives. Et ça a été extrêmement compliqué. Oui, j'ai oublié de dire ça. En plus, la pratique amateur n'est toujours pas repassée sous le champ du ministère de la Culture, c'est toujours le ministère de la Vie, de la Jeunesse et des Sports. C'est politique jeunesse. Ça simplifie pas les choses. Ça simplifie pas. Alors que l'éducation artistique et culturelle, elle, est bien du ressort du ministère de la Culture en concertation avec le ministère de l'Éducation nationale. Ce qui montre qu'on n'a vraiment pas de vision sur les pratiques amateurs actuellement. Non, pour les jeux vidéo, on commence à avoir un soutien timide aux entreprises françaises de création. Le truc, c'est qu'on a eu l'habitude de subventionner soit des équipes artistiques, soit des sociétés de production cinématographique ou musicale. Donc là, c'est du soutien à des sociétés de production de jeux vidéo, sans qu'il y ait vraiment d'équipe artistique constituée derrière. Parce que l'entreprise, en fait, intègre à l'intérieur. Les créateurs de jeux vidéo, c'est des salariés, quoi. C'est pas des artistes intermittents. Donc je pense que la réflexion est vraiment à ses prémices, et je serais bien incapable de te dire dans quelle direction ça va aller. Je t'interromps 30 secondes, parce qu'il y a un certain nombre de jeux vidéo qui sont mondialement connus, dont Maxime faisait référence tout à l'heure, mais où tu as des séquences qui sont des véritables films d'animation, qui relèvent donc finalement de la création artistique. Moi je suis sidéré qu'il y ait une réflexion qui soit entamée au ministère de la Culture pour savoir si une série TV c'est de l'art. A priori, quand tu fais un film tout court, c'est de l'art, et quand tu fais une pièce de théâtre, c'est de l'art parce qu'il y a des acteurs, il y a des gens qui ont écrit un scénario. Je ne comprends pas, j'avoue. Donc je vais te dire, c'est parce que tu ne penses pas comme l'administration. C'est parce que les séries télé, est-ce qu'elles peuvent être subventionnées par la Direction Générale de la Création Artistique parce que c'est l'art? Sujet. Ou est-ce qu'elles sont financées par la Direction Générale des Médias? La télévision, elle est financée par la Direction Générale des Médias. Oui. Mais par contre, les films de télévision sont financés, tu vois. Là, en fait, c'est pas une classification philosophique pour le ministère de la Culture, il ne fait pas de philosophie. Ça pourrait peut-être aider quand même. Oui, je pense.
On est bien d'accord, mais actuellement il n'en fait pas. Non, c'est une classification. C'est plutôt, est-ce que ça dépend de la politique de création artistique ou est-ce que ça dépend de la politique média et industrie culturelle? C'est ça le sujet. Parce que sinon les séries télé sont déjà financées. C'est un peu ce qu'on mette Emmanuel Macron, ministère de la Culture. Oui, Anne, moi je suis d'accord, effectivement, on a un véritable échec de la démocratisation culturelle. Moi ce que je dis, c'est pas que les personnes qui ont. C'est justement, je me mettais dans la filiation de Jean Zay à considérer que ce n'est pas les origines sociales qui influent sur la capacité d'appréciation d'une œuvre artistique. Néanmoins, ce qu'on a pu voir, c'est des études statistiques qui sont menées très régulièrement, que les personnes qui font des études supérieures en général vont plus dans les salles de spectacle, vont plus dans les cinémas d'art et d'essai, etc. Et enfin, c'est pas, il n'y a que ceux qui font des études qui peuvent y aller. Non, moi j'ai mon point de vue, mon analyse, c'est que les films à très grand succès, on a tous eu les codes. Molière, on est certain d'avoir eu les codes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait de moins en moins eu la formation artistique. C'est ça le problème, c'est que cette formation artistique qui permet d'appréhender n'importe quel type d'œuvre, il y a une marge très faible de la population qui y a eu accès. Et ça, enfin, c'est de la faute de l'État. Enfin, je veux dire, il y a une vraie politique publique volontariste qui doit être menée là-dessus. Moi, vraiment, je vois ça. Pour moi, il n'y a vraiment pas de dichotomie culture populaire que culture savante. C'est en pyramide. C'est en pyramide. C'est selon les formations des uns et des autres, on a accès à tout le socle de la pyramide et progressivement, il y a de moins en moins accès. Et le problème, c'est ça, c'est de réussir à permettre à tout le monde d'avoir accès. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi, par contre, sur la politique qui est menée par les collectivités. Parce que moi, j'ai énormément d'exemples de mairies qui font un travail considérable sur leur théâtre municipal. Vraiment. Et qui financent et qui impulsent les coordinations avec les établissements scolaires pour avoir des missions justement d'animation culturelle avec les artistes, pour avoir des liens. Non, il y a vraiment. Alors après, c'est un peu comme tout, il y a du bon et du mauvais, mais on peut pas tout balayer d'un coup. Ah mais j'ai pas désaccord là-dessus. Parce que ça, les directeurs d'établissement, ils font leur job. Non, mais pas que les directeurs d'établissement, il y a aussi des élus qui font vraiment le job. Mais c'est pas, ils n'ont pas souvent une vraie vision globale. Ah, mais ça, même l'État n'a pas de vraie vision globale. Ouais, non mais culture et projet municipal, ils ne déclinent pas vraiment. Ils font un peu, ils vont être avec leur théâtre, avec leur directeur de théâtre, on va faire un peu d'aide à la création, un peu de médiation, un peu de la diffusion. Non, on va faire ça bien, le mieux possible, avec les collèges de secteur. Anne, tu ne peux pas demander aux responsables publics locaux d'avoir une vision pour la culture sur leur territoire, alors qu'on a des responsables publics nationaux qui ne sont pas capables d'avoir de vision. Moi je suis d'accord avec toi, il y a un vrai problème de vision. Mais ça, pour le coup, c'est pas à l'échelle des collectivités. C'est d'une façon générale, on a des décideurs politiques qui ne s'intéressent pas à la culture. Voilà, ils sont obligés de s'y intéresser quand ils sont en responsabilité, mais ils n'ont pas de vision, parce qu'ils n'ont pas réfléchi avant. Le problème, c'est celui-là, de mon point de vue. Sauf que, comme disait Marie-Lise Lebranchu à Avignon, quand on a fait 20 ans de la décentralisation, il y a un moment, c'est que quand on va dans les cités avec de la culture, on arrive à faire baisser la pression en fait, le serpent se mord la queue. Si t'as pas les financements pour faire venir des artistes, pour avoir des équipes d'encadrement, et si t'as pas une très forte pratique amateur qui est liée au lieu de diffusion, qui permet derrière d'avoir des agents de terrain bénévoles qui travaillent sur ces sujets, fatalement on peut pas le faire, quoi. Tout se recoupe en fait. Tout est lié. Mais à un moment, il faut aussi que, comme a dit Frédéric, que les artistes se posent la question de la vision de la société. Ah, mais les artistes, ils se la posent, mais personne ne les écoute. Mais il y en a quand même beaucoup, excuse-moi, dans le cinéma français, ça a été longtemps. Le cinéma, en termes de nombre d'artistes, est très minoritaire par rapport à d'autres pratiques artistiques. Il y a beaucoup moins de gens qui pratiquent le cinéma que de gens qui pratiquent le théâtre, la danse, la musique. En termes d'artistes, le cinéma est très minoritaire. Il est majoritaire en termes de podium. Pour répondre à Jean-Pierre, oui, comme je te disais, moi, la culture, la pratique culturelle dans les entreprises, si on a effectivement
un apport déterminant des comités d'entreprise sur le remplissage de ça. Ça, c'est sûr. Heureusement qu'il y a des comités d'entreprise pour faire découvrir à leurs salariés des spectacles quand il y a des comités d'entreprise qui le font. Et effectivement, derrière, il y a des bons taux de retour avec des spectateurs qui ont découvert des œuvres qu'ils n'auraient jamais découvert autrement et qui ensuite ont envie d'en découvrir d'autres. C'est très positif. Par contre, sur la pratique culturelle en entreprise, moi, j'ai pas d'éléments, tu vois, politiques, statistiques ou autres. J'ai des amis artistes qui m'en parlent. Et ça a une importance aussi pour faire ces œuvres. Parce que s'ils sont payés en cachet, ce qui est en général le cas, ça les aide à avoir leurs 507 heures. Et en général, c'est plutôt des bonnes expériences aussi pour les artistes. De venir faire des ateliers de pratiques culturelles pour un spectacle à la fin de l'année avec ceux qui sont venus, etc. Ils ont plutôt des très très bons tours. Et effectivement, ça fait partie de la pratique amateur. Donc une pratique qu'on a du mal à bien quantifier, à bien analyser, mais qui, si elle était généralisée, apporterait beaucoup. Et pour te répondre aussi, oui, le financement des lieux de diffusion par les entreprises, ça prend de plus en plus d'importance en France, mais beaucoup moins que dans d'autres pays. Sous Nicolas Sarkozy, ils ont essayé d'énormément mettre en avant le mécénat, mais il n'y a pas de tradition du mécénat en France, donc le mécénat, enfin à part le mécénat du prince, quoi, mais le mécénat est souvent vu comme une façon défiscalisée de se faire de la publicité. Et tant que ce sera, y compris pour ceux qui justement seraient sincères et qui n'ont pas envie de faire ça, parce qu'actuellement, bon, donc ça marche pas très bien, et en plus on a un autre problème qui est tout con. Il faut des gens dans les lieux qui s'occupent de trouver les mécènes, de les accompagner, de faire fonctionner comme je vous disais, réduction des coûts, réduction des effectifs, c'est difficile d'embaucher des personnes pour s'en occuper. Donc à l'exception des très grands établissements publics culturels, ils ont personne pour s'en occuper et en général, même dans des grands théâtres nationaux, ils ont soit un ou une stagiaire, soit quelqu'un qui a été embauché après son stage mais qui n'est pas très bien payé, et c'est cette personne-là qui s'occupe du mécénat, parce que les autres ils ont déjà d'autres choses, et puis c'est le seul budget qu'ils ont réussi à dégager. On pourrait peut-être lui proposer un intéressement au financement qu'elle trouve. Ça marche pas tout ça. Je travaille pour là. Bref. Alors qu'ils avaient servi le partenariat public-privé pour monter pas mal d'opérations. Oui, mais plus des opérations j'allais dire immobilières, mais vraiment de construction, quoi. C'est prestige. Oui, c'est toujours le prestige. Non, mais comme je le disais, de toute façon, les grands travaux, c'est pratiquement toujours à Paris. C'est ça, le vrai problème aussi pour le mécénat, c'est qu'il faut que ce soit Paris. Parce que GDF Suez, elle s'en fout d'avoir son logo sur le théâtre de Chalon-sur-Saône. Elle s'en fout, ça n'intéresse pas. Ce qu'il lui faut, c'est l'Opéra Bastille, c'est la Comédie Française, ou c'est, si vraiment ils ont envie de faire un effort, c'est le Théâtre de la Colline. Il y a quand même des grosses agglos, je pense notamment à Lille, à Marseille. Oui. Oui, mais le problème, c'est que, en fait, c'est la publicité, c'est pour les personnes qui regardent. Et les sièges des grandes entreprises sont à Paris. Et les grands théâtres nationaux, il y a tous les dirigeants des grandes entreprises qui s'y montrent, donc qui y vont. Donc c'est, là je te fais pas d'un point de vue personnel, mais de mon point de vue, c'est pour montrer à ces homologues d'une autre grande entreprise qu'on a financé machin. Donc si les homologues en question, ils vont pas au théâtre de Lille ou ils vont pas au théâtre de Lyon parce que le siège social est à Paris, ils vont financer qu'à Paris. Quand par exemple à Lille, ils ont fait l'année de la culture, je ne sais plus comment ça s'appelait là. La capitale européenne de la culture, c'était quand même dans la rue, ça fait. Oui, non, là, il doit y avoir des financements. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça va vraiment être. Il faut vraiment que ce soit un très gros établissement, ou un très gros événement. Si, ils peuvent financer le Festival de Cannes. C'est pas pareil, mais tu vois, vu que c'est une question uniquement de visibilité. Prestige international. Voilà, prestige international aussi. Oui, là en plus, il y a une mission qui a été confiée à Olivier Poivre d'Arvor d'un parcours pour les touristes, d'un parcours culturel pour les touristes. Quand on regarde, c'est hallucinant, quoi. C'est que ces énormes événements. Donc là, effectivement, je suis sûr que ceux qui n'avaient pas encore de mécénat, ils vont en avoir. Ceux qui en avaient déjà, ils en auront plus. Mais
Mais bon an, mal an, alors c'est toujours bon à prendre, hein, mais c'est pas ceux qui sont plus scientifiques. C'est la même logique en économie que l'école de compétitivité. En général, tu consommes trop sur certains endroits et ça ne diffuse pas. Ah, mais là, c'en est même au point où sur le document qui diffuse aux touristes, pour qu'ils puissent faire le grand parcours culturel, ils n'avaient même pas mentionné ce qui était à moins de 15 minutes de bagnole de gros événements. Alors qu'il y a quand même d'autres choses autour. Il n'y avait même pas la volonté de faire rayonner l'attraction sur l'événement, alors que l'événement en tant que tel, il le fait. Mais par contre, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, ils n'avaient pas pensé qu'ils pouvaient en profiter pour faire des constellations. Quoi. On va les mettre en contact avec le guide du retard. C'est tout. Y a-t-il d'autres questions à poser? Sinon, on va conclure et remercier Xavier pour cette intervention et cette première incursion sur la réflexion culturelle qui est toujours trop peu investie dans notre partie. Non, mais je pense surtout qu'il y a moyen de faire. Parce que comme toujours, j'en parlais avec Maxime la semaine dernière, la création culturelle, émancipation, c'est un peu comme si on faisait les questions sociales en jeu majeur pour la gauche. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'il y a moyen de faire beaucoup de formations. Je pense qu'il y a moyen de creuser, effectivement. Et n'hésitez pas à trouver des sujets plus ciblés. Effectivement, ça m'aidera à préparer les prochaines séances. Non, mais c'était bien. Donc on n'est pas que des trucs économiques et sociaux ou historico-culturels qui reviennent assez facilement. Parce que j'y pense plus facilement que je le trouvais déjà. Voilà. Merci Xavier.